Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps que Ostrov dit ça, il revivifie toute la problématique des communs et des enclosures dans un tout autre monde, celui des logiciels et celui de la propriété intellectuelle. Des gens vont avoir parallèlement la même démarche, si je peux dire, que Ostrov. Alors ces gens, c'est pour l'essentiel autour de Stallman, qui ont fait des logiciels libres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant les années 80, on a privatisé les éléments du code source. On a introduit plus généralement de la propriété privée sur la connaissance, sur l'immatériel. Voilà. Et donc c'est un progrès extrêmement grand de la propriété intellectuelle. Ce progrès de la propriété intellectuelle a été refusé par un certain nombre d'acteurs, notamment dans le monde des logiciels. Et ils ont voulu réintroduire le principe de l'accès libre au code source, le principe de droit partagé entre les fabricants du code source et les usagers du code source, moyennant un certain nombre de règles et d'obligations réciproques. Et ils ont créé ce qu'on appelle l'open source, et au-delà de l'open source, le principe du copyleft, à savoir le fait que, à travers les licences qui sont attribuées aux usagers des codes sources, ils peuvent non seulement utiliser, réutiliser, enrichir, diffuser, etc., mais sous la condition, en tout cas pour ce qui concerne les copylefts, sous la condition de remettre dans le commun les apports qui ont été obtenus à partir des codes sources qui sont dans le commun. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux juste dire cette chose. Ces gens, c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont fait sur le plan conceptuel. Ce qu'ils ont fait, c'est que, à travers du droit de propriété, à travers du droit de propriété intellectuelle, ils ont garanti l'existence d'un domaine public. Parce que la nature des licences garantit le domaine public, son inviolabilité relative et garantit le libre accès. Alors, derrière ces logiciels, c'est un monde entier, celui que nous fréquentons tous les jours, qui s'est constitué. C'est le monde des wikis, à commencer par Wikipédia, à commencer par l'ensemble des bases de données en ligne ouvertes auxquelles on peut accéder, etc. Et donc ça, c'est le deuxième grand type de commun. Il se distingue des communs précédents sur des points essentiels. J'insiste là-dessus. C'est des mondes qui sont similaires, mais très différents. Premièrement, les communs basés sur de l'information, pensez à Wikipédia par exemple, pensez à la musique en ligne, pensez à des résultats de travaux scientifiques mis en ligne dans des articles, etc. Ils sont constitués par des biens non rivaux. Des biens non rivaux, ça a l'air très savant comme ça, mais ça veut dire simplement que le fait que je consomme une musique ne vous empêche pas de la consommer. Le fait que je consomme une information scientifique ne vous empêche pas de la consommer et ne la détruit pas. Ce qui n'est pas pareil sur les poissons d'un lac. Si je consomme des poissons d'un lac, ces poissons-là, vous ne les aurez pas. Et donc, la gestion n'est plus du tout la même, les contraintes ne sont pas les mêmes, puisqu'on n'a pas de risque d'épuisement de la ressource. Deuxièmement, le régime de propriété, le partage des droits, c'est complètement différent aussi. Pourquoi? Parce que dans le cas des communs fonciers, tout est tourné vers préserver la soutenabilité de la ressource. Ne pas prélever trop de poissons ou de poissons d'une certaine espèce, parce qu'on risque de le voir disparaître. Dans les communs informationnels, c'est complètement différent. Au contraire, ce qu'il faut gérer, c'est l'enrichissement de la base de données. Il n'y a aucun risque que le fait que vous preniez des données les appauvrisse. Mais il y a un risque que la base soit gâchée si n'importe qui peut rajouter n'importe quelle information, et donc des informations fausses et non vérifiées. C'est le problème de Wikipédia. Le problème de Wikipédia, sa valeur, c'est qu'il y a des gardiens qui font que l'information rajoutée ne gâche pas le stock des connaissances accumulées, et que lorsqu'il y a une erreur, on la vérifie. Bien. Alors, autrement dit, ces communs ne sont pas orientés vers la conservation, ils sont orientés vers l'enrichissement, vers l'accumulation. Et surtout, j'insiste sur ce point, ces communs, ils sont à la base d'un mode d'innovation parfaitement original. L'ancien mode d'innovation, c'est
la propriété privée, exclusive, etc., qui garantit à son propriétaire le fait qu'il va s'engager dans l'innovation. Là, c'est absolument le contraire. Le mode d'innovation, c'est le fait que la foule, la multitude, peut participer, le cas échéant, à l'innovation, sous réserve, bien entendu, qu'il y ait un contrôleur qui garantit à chaque fois la qualité des informations, et c'est la foule, la multitude, qui bénéficie de l'innovation. Donc on est dans un autre monde, hein, on est dans un autre monde, hein, et évidemment un monde qui présente des caractéristiques, vous vous en doutez, qui nous intéressent beaucoup. Et c'est ici qu'arrive la notion de bien commun. Alors, un bien commun, c'est pas un commun. Un bien commun, c'est un bien. Alors ici, je m'appuie sur les travaux des Italiens, je vais y revenir. C'est un bien dont les caractéristiques font qu'elles affectent, si elles sont touchées, ces caractéristiques, elles vont affecter un grand nombre de gens. Le climat est un bien commun. Pourquoi? Parce que s'il est affecté, si les caractéristiques du climat sont changées, ça va affecter un grand nombre de gens, etc. Alors, à partir de là, donc, on peut avoir aussi des communs qui ne sont pas des communs plus petits, mais qui ont le même genre de caractéristiques. Un fleuve, un torrent, un lac, qui n'est pas organisé comme un commun, mais est un bien commun virtuel, d'accord, quel que soit, j'insiste sur ce point, hein, quelle que soit sa propriété, hein, que sa propriété soit publique ou privée, c'est très important ça, hein, que sa propriété soit publique, il demeure que affecter la qualité de ce commun, de ce bien, affecte la vie, la survie des gens qui en vivent. Alors, l'eau a été le terrain de réflexion et d'action essentielle de ce bien commun. Je vous raconte l'histoire très brièvement. Berlusconi privatise l'eau à Naples, en Italie. Les Napolitains refusent, organisent un référendum, le gagnent, décident que l'eau est un bien commun, organisent des réunions de juristes absolument magnifiques, étalées sur plusieurs années, pour définir le statut de bien commun à partir du cas de l'eau, et ils en arrivent à définir, à faire une proposition d'amendement constitutionnel pour introduire une troisième catégorie de biens, et qui serait donc les biens communs. Alors ces biens communs, ce sont des biens qui, indépendamment de la titularité, se révèlent fonctionnels par la nature ou leur finalité, à la poursuite et au bien-être collectif d'une communauté donnée. Donc, comment dire, aussi bien en tant que citoyen qu'en tant qu'institution, il faut construire une constitution de ces biens communs qui nous permettent d'agir dessus. Alors, ils font une série de propositions, pour introduire un statut des biens communs. Alors, bon, pour garantir son usage. Alors, font partie des biens communs les fleuves, les torrents et leurs sources, les milieux aquatiques, l'air, l'atmosphère, les parcs, les forêts, les bois, les eaux de haute montagne, et apparaît aussi une nouvelle catégorie de communs, si on peut dire, les communs urbains, les places, les monuments, qui sont des lieux de socialité, et affecter l'accès, les conditions de vie, etc., sur une place, ou la fréquentation d'un monument, affecte le bien collectif. Alors, il y a une série de problèmes autour de ces biens communs, bien sûr, suivant qu'ils sont petits, une place, ou qu'ils sont très grands, le climat, évidemment, n'est pas le même problème, mais il y a une série de dispositions à prendre pour protéger les droits des citoyens sur ces communs. Je répète, quelle que soit la titularité, qu'elle soit publique ou privée, ça ne change rien. Le droit des... Donc, en ce sens, je veux dire, le fait de déclarer que c'est un bien public ne va rien garantir du tout. Ça va rien garantir du tout. Parce qu'on va rentrer dans la tutélarité des délégataires de la gestion du bien public qui pourront en faire ce qui va... Eh bien non, c'est ça la nouveauté. C'est ça la nouveauté. Les communs, les biens communs, sont porteurs d'une révolution citoyenne, hein, de l'usage, du respect de la qualité des biens à long terme, contre le droit privé ou le droit public.
J'insiste beaucoup sur ce point. Alors, je conclus, j'ai fini. Les communs et demain les biens communs et la discussion qu'on a, j'ai envie de le dire comme ça. Le problème du climat, c'est que c'est un bien commun et ce n'est pas encore un commun. Il deviendra un commun, et on est en train de se battre pour, il deviendra un commun lorsqu'on aura trouvé un mode de gouvernance qui permet de le gérer et de le préserver. Et donc la bataille quand même, c'est en fait une bataille pour assurer une gouvernance du bien commun climat en commun. Sachant que, comme c'est un commun global, évidemment, c'est compliqué. Ça viendra dans la discussion. Alors, je conclue. Les communs sont une alternative au droit exclusif des biens gérés comme tels. Que ces biens soient gérés par la puissance publique ou par le privé, ne change rien à l'affaire, hein, de ce point de vue. Ils ne viennent à existence, les communs, et ne peuvent perdurer que sous des conditions de règles institutionnelles qui doivent être chaque fois précisées et appropriées. Et donc, ça veut dire que derrière la constitution de ces règles, il y a la constitution des collectifs militants et la bataille pour obtenir la constitution de ces règles. Troisièmement, la communauté d'acteurs qui soutient le commun, qui porte le commun à l'existence, est évidemment essentielle. Et la litigation, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la gestion des conflits d'intérêts, de vision, etc., au sein des communautés d'acteurs, est évidemment un point central de la gouvernance des communs. Alors, je finis là-dessus, ça sera mon dernier mot. Les communs apparaissent donc à la fois comme des instruments novateurs de la gestion des ressources pour assurer à la fois l'accès, la soutenabilité et l'enrichissement des communs et des biens communs, et ce sont des supports extrêmement puissants pour renforcer et renouveler la démocratie, parce qu'il n'y a pas de commun sans citoyenneté. Et dans l'exemple de Naples de tout à l'heure, on a remunicipalisé l'eau, ça veut dire qu'on l'a confié à des sociétés municipales, mais on n'a pas confié à des sociétés municipales et on est rentré chez soi. En même temps qu'on a confié à des sociétés municipales, on a mis en place des structures citoyennes de contrôle de la manière dont l'eau était gérée, tarifée, distribuée, etc., etc. Et donc, comment ? Et la pédagogie de l'eau. Bien sûr, et la pédagogie de l'eau qui implique toute une série de choses. Voilà, donc, vous comprenez l'importance de cette notion de commun. Si vous voulez, pendant des années, on en a pris plein la tête, avec l'appropriation privée, etc. Bien, nous avons désormais des éléments d'alternative, et j'ai presque envie de dire, allez, je vais le dire, parce que j'aime bien, voilà, par le clair, vous avez compris, nous avons des éléments d'alternative à la faillite du communisme. C'est-à-dire que le communisme conçu, historiquement, comme extension de la propriété publique, avec éventuellement des droits d'usage concédés, etc., a totalement fait faillite. Bien, pour toutes les raisons qu'on sait. Eh bien, nous avons là des éléments de construction d'une société, non seulement d'alternative au capitalisme, mais des éléments de réponse enfin trouvés à la crise du communisme lui-même. Et bien, moi, j'ai tendance à penser que c'est pas rien. Voilà, je vous remercie.